Bonjour, aujourd'hui nous allons avoir un cours qui est en deux parties. Une partie où nous terminons le cours que nous avions largement entamé la semaine dernière en classe sur l'équilibre thermique du corps. Et la deuxième partie où nous allons voir un point de méthodologie important sur la manière de rédiger une argumentation. Première partie, nous reprenons le cours. Nous avions vu que le corps perdait de l'énergie, que cette énergie était compensée, et c'est compensé par l'alimentation, l'énergie que l'on obtient par oxydation respiratoire d'aliments, c'est-à-dire, je le répète, par la respiration et la fermentation. Nous avions vu également que suivant l'exercice physique, intellectuel, de croissance, mais également ce qu'on appelle le métabolisme de base, le corps perdait plus ou moins d'énergie. On ne perd pas que l'énergie que pour la chaleur, par énergie thermique, on en perd aussi par métabolisme de base, par activité physique, par activité cérébrale. Et l'énergie qui est nécessaire à toutes ces activités provient de l'alimentation. Point que nous n'avions pas eu le temps de voir correctement, c'est que cette alimentation apporte plus ou moins d'énergie suivant la qualité et la quantité des aliments utilisés. Un repas équilibré, comme celui-ci, va contenir plusieurs sources d'aliments, de nutriments. On va retrouver des protéines, des glucides, on va retrouver des lipides aussi, de la graisse, on va retrouver des vitamines, etc., etc. Tout cela est nécessaire au fonctionnement du corps et tout cela va apporter des nutriments. Ces nutriments qui apportent plus ou moins d'énergie. On distingue en gros trois grandes catégories d'aliments. Les lipides, c'est-à-dire la graisse. Les glucides, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les sucres, soit sucre rapide, ce qu'on appelle classiquement du sucre, ou sucre lent, ce qu'on appelle classiquement les féculents. Tout ça sont des glucides. Et les protéines, que l'on va obtenir soit dans des produits animaux ou certains produits végétaux très riches en protéines, soit en quantité plus faible mais très importante au niveau du corps, dans des aliments végétaux, particulièrement les légumes. Ces différents aliments ont des apports en énergie très différents. Vous voyez que ceux qui rapportent le plus d'énergie, ce sont les lipides. 38 kJ par gramme de lipides. C'est la forme la plus importante d'énergie. Ce qui va être le plus utilisé par contre pour l'organisme, ce sont les glucides, qui font 17 kJ par gramme. Les protéines font à peu près autant que les glucides, mais les protéines sont utilisées pour autre chose, utilisées notamment pour construire le corps et pour remplacer les cellules mortes. Tandis que les glucides sont vraiment la source d'énergie principale. S'il n'y a plus de glucides, on va se tourner vers les lipides qui contiennent aussi beaucoup d'énergie. Donc plus un aliment va être gras, sucré, contenir de féculents, plus il est riche en énergie. Donc l'apport en énergie dépend à la fois de la quantité des aliments et de leur qualité. On peut avoir un repas qui est gras, mais s'il est faible en quantité, il va apporter peu d'énergie. À l'inverse, un repas qui n'est pas gras du tout, mais s'il est dans des quantités très importantes, va apporter beaucoup d'énergie. Cette énergie va être dépensée. Elle va être dépensée de différentes manières et la dépense va être très différente suivant, par exemple, qu'on ait un effort intellectuel ou physique très important ou que l'on n'ait pas cet effort. Donc on va avoir une dépense d'énergie qui va dépendre de notre activité. Plus notre activité dépense de l'énergie, plus nous allons consommer l'énergie sur l'alimentation. L'apport d'énergie, lui, dépend de l'alimentation. Et un repas équilibré peut avoir plus ou moins d'énergie, ici beaucoup d'énergie, ici peu d'énergie, suivant les quantités et les qualités. Ce qui va faire une balance entre l'apport d'énergie d'un côté, et l'alimentation, et la dépense d'énergie de l'autre côté. La différence entre l'apport et la dépense d'énergie va créer un changement sur notre corps qui va pouvoir maigrir ou grossir. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un maigrit? C'est qu'il dépense plus d'énergie qu'il n'en consomme et donc le corps puise dans les réserves d'énergie. À l'inverse, lorsque quelqu'un grossit, c'est que le corps a de l'énergie en surplus, l'énergie qu'il va stocker. Et la stocke principalement sous forme de graisse qui vont se déposer un petit peu partout, en général sous la peau, et principalement au niveau du ventre, des fesses, des cuisses et éventuellement de la poitrine. Mais ça se dépose un petit peu partout. Donc, l'équilibre alimentaire est atteint lorsque l'apport énergétique correspond aux dépenses énergétiques. Et s'il y a des équilibres, l'organisme va stocker des réserves énergétiques s'il a trop d'énergie, ou au contraire, il va les dépenser s'il n'en a pas assez.
attention, certes, nous sommes dans une société où actuellement il y a plus de personnes en surpoids. Quand je parle de surpoids, hein, c'est uniquement pour la santé. Plus de personnes en surpoids qu'en sous-poids, mais les deux extrêmes sont aussi dangereux pour la santé. Donc il ne faut pas penser que maigrir est forcément une bonne chose. Lorsqu'on n'a pas assez de réserves énergétiques, maigrir n'est pas une bonne chose, bien au contraire. Et l'inverse, hein, lorsqu'on a trop euh, de réserves énergétiques, ce n'est pas non plus bon pour la santé. Voilà qui va terminer notre cours sur le, le soleil, l'énergie et les équilibres thermiques. Vous devez reprendre hein, ces quelques parties du cours à la suite. En plus de cela, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est une part de méthodologie qui est importante. J'ai vu que c'était important en regardant ce que vous aviez fait comme travail au cours des 2 dernières semaines. Ça va être la méthode pour l'argumentation. Alors la méthode pour l'argumentation que je vais vous présenter ici, elle est valable pour l'enseignement scientifique, en première comme en terminale. Donc si jamais vous avez une argumentation l'an prochain en épreuve terminale, vous devrez appliquer cette méthode, mais elle est valable pour tous les travaux d'argumentation, y compris en spécialité. En spécialité, on vous demandera un travail plus important, mais la méthode sera la même. Et cette méthode, elle est valable dans les matières scientifiques, comme la SVT, mais elle est valable également en histoire-géographie, en sciences politiques, elle est valable en sciences économiques et sociales, etc. Le principe de l'argumentation, c'est que vous avez un travail qui va vous demander de faire à partir d'éléments concrets, en général on vous demande à partir de documents ou à partir de vos connaissances, de répondre à une question précise, en général soit pour prouver que quelque chose est vrai ou faux, soit pour décrire un phénomène qui permet de répondre à une question. La méthode que je vous propose, elle a 3 étapes. Une étape de compréhension des problématiques, une étape de structuration de l'argumentation et une étape de rédaction. Vous remarquez bien que la rédaction n'arrive qu'en dernier, tout dernier. Il faut commencer par le reste. C'est indispensable. Quelle que soit la manière dont vous travaillez, vous devez commencer par comprendre et structurer avant de rédiger. Et ça, c'est valable dans absolument toutes les matières. Donc, compréhension de la problématique. Déjà, il faut lire l'ensemble du sujet. L'ensemble du sujet. Le sujet, il commence à la première ligne, il termine à la dernière ligne. Donc, vous lisez tout le titre, ce qu'il y a sous le titre, tous les titres, et vous allez jusqu'au bout. Vous lisez tous les documents, vous lisez toutes les légendes. Les légendes des documents sont extrêmement importantes. Et comme ça, vous faites une idée globale. Vous commencez par absolument tout lire. Puis, vous revenez à la consigne. La consigne, en général, est indiquée de manière extrêmement claire et précise. Elle est mise en avant. Vous identifiez dans la consigne ce que l'on vous demande, la question, et vous la reformulez, soit à l'oral, soit ce que je vous conseille sur un brouillon à écrit. C'est important, vous reformulez la question pour savoir précisément ce que l'on vous demande. Souvent, la question contient des termes techniques. En enseignement scientifique, des termes scientifiques, mais ailleurs, vous avez des termes techniques spécifiques à la philosophie, aux sciences économiques et sociales, à l'histoire géographique, etc. Donc, reformuler pour le mettre dans vos mots à vous, va vous permettre de vous réapproprier la question et d'éviter le hors-sujet. Quel est le problème du hors-sujet? C'est que le hors-sujet, ça ne vaut pas de points. Et que si vous faites un hors-sujet sur l'ensemble de la question, votre travail, même si vous avez bien travaillé, vaut 0. Donc, vous devez absolument comprendre la question. C'est le plus important. C'est cette étape 2 de la compréhension de la problématique qui est l'étape la plus importante. Et une fois que vous avez identifié et reformulé la question, vous identifiez quelle est la réponse attendue. Est-ce qu'on attend une réponse qui est une réponse qu'on peut avoir avec oui ou non? En étayant, en développant bien évidemment, mais ça peut être ceci. Est-ce que la question qu'on vous demande, c'est de vous dire de quelle maladie souffre un patient? Est-ce que c'est de vous dire quels sont les projets qui permettraient de résoudre une question, etc., etc. Identifiez bien ce que l'on attend de vous. Vous serez noté ce que l'on attend de vous. Si vous répondez à côté, même si vous avez bien compris la question et que ça a vaguement un rapport avec la question, ça ne vaut pas les points. Ou du moins, ça ne vaut pas tous les points.
Clairement, si on est enseignement scientifique, on vous demande de quelle maladie souffre un patient, ça peut tout à fait être quelque chose qui est possible, bah, il va falloir répondre le nom d'une maladie. Point. C'est cela. Après, en identifiant en faisant bien. Donc ça, c'est la première partie, la compréhension de la problématique. Normalement, c'est pas ce qui va vous prendre le plus de temps, mais c'est vraiment ce qui est essentiel. Vous devez commencer par ça et très bien le faire. Une fois que vous avez fait ça, vous allez continuer sur votre brouillon. Vous n'êtes toujours pas sur votre copie. Et vous allez structurer votre argumentation. Là, j'ai deux cas. Quand je commence sur le cas où il y a des documents qui vous sont donnés. Il faut étudier chaque document. Et quand je dis étudier chaque document, il faut commencer par le titre du document, puis la légende du document. Le titre vous permet de savoir de quoi on parle globalement, et notamment du contexte. Vous pouvez avoir deux documents qui sont presque les mêmes, mais qui sont légèrement différents, et ça c'est marqué dans le titre. Dans le travail que vous aviez à faire la semaine dernière, par exemple, bah, vous voyez qu'il y avait une partie qui était en novembre, une partie qui était en juin, ça se voyait dans le titre, c'était l'information importante à prendre. Regardez la légende ensuite, la légende vous permet de comprendre le document. Et une fois que vous avez compris le titre et la légende, bah, vous regardez le document lui-même. Et là, vous en tirez les informations principales. Une fois que vous avez compris les informations principales pour chaque document, vous allez essayer d'extraire les arguments issus de ces documents. Autrement dit, vous allez reprendre la question que vous aviez au départ et vous allez essayer de voir en quoi les documents permettent de répondre à la question posée. Si je reprends mon exemple de trouver une maladie, vous allez voir en quoi les documents permettent de faire le diagnostic d'une maladie. Enfin, vous allez associer les arguments issus de différents documents lorsque c'est possible. Parfois, des documents vont ensemble. Ils s'associent, ils se complètent. C'est souvent le cas lorsque vous avez plusieurs documents. Au moins deux d'entre eux s'associent. Si c'est le cas, pensez bien à mettre en commun ces documents. Ensuite, la structuration de l'argument, qu'il n'y ait ou pas de documents. S'il y a des documents, vous avez fait ce qu'on a dit juste avant. Dans tous les cas, vous allez maintenant chercher les arguments issus de vos connaissances. Il va y avoir des arguments que vous connaissez, qui sont dans votre cours, qu'il va falloir utiliser. Ce sera toujours le cas. Même si vous avez des documents, tout ne sera pas sur les documents. Maintenant, ça peut être quelques arguments très simples. Il n'y en a pas forcément beaucoup, mais il y faut. Vous avez tous vos arguments, les deux arguments issus des documents, les arguments issus des connaissances. Et passer à l'étape 2, qui va être organiser au brouillon les arguments. C'est-à-dire que sur le brouillon, vous allez marquer tous les arguments et vous allez les classer en disant je vais commencer par celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Il faut que ça soit logique. Il faut que vous passiez de l'un à l'autre de manière logique. En 3, vous allez identifier les endroits où il y a des lacunes dans votre argumentation. Vous passez de l'argument 3 à l'argument 4 d'une manière qui n'est pas normale, il vous manque quelque chose entre les deux, vous indiquez ce qui vous manque. Et donc, vous identifierez là les endroits où votre argumentation est un peu faible. Vous complétez. Et enfin, vous allez rédiger l'intro et la conclusion au brouillon. C'est très important, l'intro vous permet de montrer au correcteur que vous avez compris le sujet, la conclusion vous permet de montrer au correcteur que vous avez compris ce qu'était la réponse et de lui redonner la réponse. Et si par malheur votre rédaction n'était pas très claire, la conclusion permet d'avoir quelque chose de clair et qui permet du coup au correcteur de voir que vous avez bien compris et de vous mettre les points. C'est important, hein. Vous voulez que votre correcteur vous mette les points. Donc là, la conclusion permet de dire, voilà, j'ai bien compris ça, c'est ça, et si j'ai pas été clair avant, vous pouvez quand même me mettre les points. En enseignement scientifique, l'intro et la conclusion n'ont pas besoin d'être longues. Intro et conclusion, ça peut être une phrase à chaque fois. Et ça peut être une phrase très courte et très simple. Un patient souffre de tel ou tel symptôme. En général, c'est indiqué au début. Vous développez. Et conclusion, notre patient souffre donc de telle maladie. Voilà, terminé. J'ai pas besoin de quelque chose de long d'enseignement scientifique pour l'intro et la conclusion. Il n'empêche que j'en ai besoin pour me montrer que vous comprenez la question, ça c'est l'introduction, et pour me montrer que vous avez bien obtenu une réponse logique, ça c'est la conclusion. Et enfin, une fois que vous avez fait tout ça au brouillon, vous rédigez. La rédaction se fait en dernier. Point très important, la rédaction doit être explicite.
Explicite, ça veut dire que quelqu'un qui lit en étant fatigué, parce que c'est sa 40e copie de la journée, puisse comprendre tout de suite tout ce que vous voulez dire. Et donc pour cela, chaque argument doit être exprimé de manière courte et précise. J'insiste sur un point, les phrases courtes et simples sont les meilleures, surtout en enseignement scientifique. Une phrase qui fait plus d'une ligne, c'est trop long. Soyez honnête, alors certes, ce ne sera pas quelque chose qui sera beau littérairement, mais vous n'êtes pas là pour faire quelque chose qui est beau littérairement en enseignement scientifique et dans la plupart des matières. Vous êtes là pour montrer que vous avez des arguments et vous savez raisonner. Donc des phrases courtes, c'est largement ce qu'il y a de mieux. Si vous avez des arguments qui sont issus de documents, vous devez étayer par les informations prises sur les documents. Autrement dit, vous devez citer vos documents. Vous devez dire, par exemple, vous citez un argument et vous mettez entre parenthèses document 1, où vous dites si l'on regarde la carte de quelque chose, il n'y a pas besoin de marquer le numéro du document dans ce cas-là, puisque vous citez la carte précisément, mais il faut que l'on sache que vous avez les documents que les arguments qui sont pris sur les documents, d'une manière ou d'une autre. Et je vous rappelle qu'entre les arguments, il doit y avoir des liens logiques. Ces liens logiques peuvent être établis de manière très simple. Ça peut être juste un donc, ça peut être un par conséquent, ça peut être un en outre si c'est quelque chose qui est à côté et on a besoin après des deux. Mais vous devez avoir des liens logiques. Vous faites une argumentation, l'argumentation c'est un travail de logique. Enfin, dernière chose, il y a une règle d'or dans la rédaction qui est le fait que une phrase correspond à un argument. Si vous avez plus d'un argument, vous faites plusieurs phrases. Si votre argument a besoin d'être étrayé, d'être développé, vous commencez par l'exprimer en une phrase et après vous expliquez pourquoi vous avez cet argument. Mais chaque argument doit être expliqué par une phrase courte et simple. Et en respectant ça, vous gagnerez énormément en clarté de réaction et donc vous gagnerez en points. Voilà pour cette méthodologie. Bien évidemment, ce n'est pas une méthodologie que je vous impose. C'est une méthodologie que je vous reconseille fortement et qui vous permettra de réussir dans la plupart des matières à chaque fois que vous avez à faire une argumentation. Sur ce, vous avez simplement maintenant à prendre le cours sur votre cahier. Si vous voulez prendre cette méthode quelque part dans votre cahier ou votre classeur, faites-le. Si vous pensez que ce n'est pas la peine, je vous laisse juge. C'est vous qui passerez les épreuves, ce n'est pas moi. Et je vous dis à la semaine prochaine.